Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis moniteur de plongée et je gère l'école de plongée aquadomia.com à Marseille. Aquadomia.com, c'est une école que j'ai créée il y a 10 ans. Elle est à Marseille, dans le parc national des Calanques. Aquadomia.com s'est fixé pour mission d'offrir de la formation du débutant au moniteur sur mesure aux dates de son choix, que ce soit sur les standards français ou américains, en passant par la plongée tech, recycleur et trimix. Alors je vais vous parler maintenant des éléments théoriques qui sont nécessaires pour votre formation niveau 2. Rassurez-vous, ça ne va pas être rébarbatif, ça va être très appliqué. Déjà, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez le droit de faire avec votre niveau 2. Eh bien, votre niveau 2, vous pourrez, sur autorisation d'un directeur de plongée, plonger de 0 à 20 mètres avec une ou deux autres personnes. Et vous pourrez plonger guidé par un niveau 4 minimum, au sein d'un groupe de 4 personnes maximum, jusque 40 mètres de fond. Donc c'est l'accès à l'autonomie et à la profondeur. Voilà ce que ça vous permet de faire le niveau 2. Alors pour ça, il va vous falloir du matériel. Alors le matériel obligatoire, c'est bien sûr votre gilet stabilisateur, un double détendeur pour être capable de donner de l'air à quelqu'un, un ordinateur de plongée, même si théoriquement une montre et un profondimètre avec une table suffisent, mais soyons concrets, tout le monde utilise un ordinateur maintenant. Ensuite, le matériel conseillé, il y a le parachute, sachant qu'un membre de la palanquée doit en avoir. Donc si vous êtes 2 ou 3 à plonger, il faut qu'il y en ait au moins un qui est un parachute de palier. Ensuite, une lampe, ça peut être pas mal. Attention à ne pas éblouir les poissons avec. Et un objet coupant, donc un couteau ou une cisaille, des ciseaux. Alors, petit rappel, les notions de pression. La notion de pression, c'est le rapport d'une force sur une surface. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est soumis à la pression atmosphérique d'une part, et la pression relative sous l'eau, c'est la pression hydrostatique. Sachant qu'en surface, généralement, on a à peu près 1 bar, sauf en altitude où on a un peu moins. Et ensuite, dans l'eau, notre pression hydrostatique ou relative est d'1 bar tous les 10 mètres. Si bien que la pression absolue, c'est la pression de l'eau plus la pression de l'atmosphère. Donc, rappel, tout simplement, en surface, on a 1 bar, et on voit qu'à 10 mètres, on a 2 bars, à 20 mètres, on a 3 bars, et ainsi de suite. Attention, on voit bien que c'est dans la zone des 10 mètres que les variations de pression sont les plus importantes. C'est là qu'il faut être les plus vigilants, d'une part pour faire sa décompression, et ensuite aussi lorsque vous apprendrez les remontées assistées, attention, c'est la zone où il y a plus de variations de flottabilité. Alors, une autre chose à connaître maintenant, c'est le rapport entre les pressions et les volumes. Vous voyez ce petit ballon qui est représenté, qui est descendu au fond. Plus la pression augmente, plus son volume diminue. C'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte. Vous pouvez oublier le nom, bien sûr, qui dit tout simplement que pression et volume sont inversement proportionnels, c'est-à-dire que quand la pression augmente, le volume diminue, ou quand la pression diminue, le volume augmente. Donc ça, vous pourriez le constater en emmenant une bouteille d'eau vide sous l'eau qui va s'écraser progressivement. Attention à l'environnement, à ne pas emmener de bouteille de plastique sous l'eau, ceci dit. Alors les conséquences sur la plongée de cette loi de relation entre pression et volume, c'est que simplement déjà en termes d'autonomie avec votre bouteille, vous respirez toujours à un volume constant, c'est-à-dire votre amplitude ventilatoire est toujours la même, mais en fait quand vous êtes à 10 mètres, ça correspond à 2 fois ce que vous respirez à la surface. Et quand vous êtes à 40 mètres, puisqu'il y a 5 bars, la pression a été multipliée par 5, le volume correspond à 5 fois ce que vous respireriez en surface. Donc plus vous descendez, moins vous avez d'autonomie, et donc c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus vigilant à son manomètre. Donc, autre conséquence des lois physiques en plongée, c'est ce qu'on appelle la flottabilité liée au principe d'Archimède. Donc, le principe d'Archimède, c'est qu'on a une force qui s'exerce du haut vers le bas, donc qui nous pousse vers le haut, qui est égale au poids du volume du liquide que l'on déplace. Donc, c'est ce qui fait que on peut flotter en surface avec notre matériel, bien qu'on soit très lourd, tout simplement parce qu'on occupe un certain volume et que la poussée d'Archimède nous pousse. Donc ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va intervenir en relation avec la loi sur la pression et les volumes pour gérer notre flottabilité. Puisqu'on a une flottabilité neutre, et ça doit être notre objectif, quand notre poids apparent, c'est-à-dire le poids réel moins la poussée d'Archimède, est neutre. Si on est plus lourd que la poussée d'Archimède, à ce moment-là, on est trop lourd, on descend et on risque d'abîmer le relief.
Et donc notre variation de flottabilité durant la plongée est importante à comprendre. Quand l'on descend, en fait on ne va pas changer de volume réellement, mais c'est notre combinaison qui change de volume, puisque la combinaison comporte des bulles d'air emprisonnées dans le néoprène. Et donc la combinaison va être de plus en plus fine. Il suffit pour s'en rendre compte de mettre une ceinture de plomb bien serrée. Vous verrez qu'au fond, elle est moins serrée. Même chose pour un bracelet que vous allez, un bracelet d'ordinateur de plongée que vous allez mettre au poignet. Eh bien, s'il est bien serré en surface, il le sera moins au fond. Et donc, plus l'on descend, moins notre flottabilité est importante. Et donc, il faut compenser soit par une respiration plus ample, ou après ça ne suffit plus, en gonflant de l'air dans le gilet. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'on descend, il faut penser à mettre de l'air dans le gilet, et quand l'on remonte, c'est le système inverse, c'est-à-dire que là c'est les doubles effets qui se coulent, notre combinaison reprend son volume, on est donc plus léger, et en plus, le gilet se dilate, l'air qui est dans le gilet se dilate. Donc ça c'est très important à comprendre, et il faut comprendre aussi que notre flottabilité, notre poids apparent va varier en fonction de la densité de l'eau, donc notamment de la salinité. C'est pour ça que si je plonge en lac ou en Méditerranée, ça va être différent. Et ça va être aussi différent si je plonge en mer Rouge où la salinité va varier. Donc plus l'eau est salée, plus nous allons flotter et plus il faudra mettre de lestage. Attention bien sûr aussi au changement de matériel. Je parlais à l'instant de mer Rouge, c'est une destination où on plonge généralement en bouteille aluminium, alors qu'en France on est plus sur des bouteilles acier. Ça impose donc de mettre plus de lestage. Ensuite, on va parler de la composition de l'air et des notions de pression partielle. L'air, c'est à peu près 21% d'oxygène, 78% d'azote, on arrondit à 20-80. Donc la pression de l'air est de 1 bar en surface, 2 bars à 10 mètres par exemple. Et donc la pression partielle de chacun des gaz, la pression partielle d'oxygène en surface, c'est 21% de 1 bar, donc 0,21 bar, et 0,79 ou 0,78 d'azote qu'on arrondit à 0,80. Et donc il faut comprendre que plus l'on descend, plus les pressions partielles augmente. Et ça, c'est important à comprendre quand on parle de dissolution des gaz, puisque ça vient expliquer en fait toute la stratégie de décompression. Plus l'on descend, plus la pression partielle d'oxygène est élevée. Mais comme on l'a vu au niveau 1, peu importe, on métabolise l'oxygène. Par contre, l'azote, on en charge de plus en plus sans le consommer et donc on se sature progressivement en azote. C'est pour ça qu'à la remontée, il faut être vigilant à respecter certaines règles. D'une part, une vitesse contrôlée de 10 à 15 mètres minutes à peu près, si on regarde les vitesses données par les ordinateurs, et qu'il faut pouvoir respecter certaines règles de palier au-delà de certaines durées. Autrement, on risque l'accident de décompression qui peut arriver aussi même si on respecte les paramètres dont je viens de parler, puisqu'il ne faut pas oublier que sur un accident de décompression, il y a les facteurs favorisants. Tout ce qui est facteur de méforme, de mauvaise forme, si je suis fatigué, si j'ai mal dormi, si je suis stressé, si je suis malade, si je suis sous médicaments, si je suis en surpoids, si je ne suis pas très en forme tout simplement, même en respectant les procédures de décompression données par les tables ou les ordinateurs de plongée, je risque un accident. Donc les accidents, ils sont classés, comme on le voit dans le tableau ici, type 1 et type 2, sachant que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui apparaisse dans un premier ordre et l'autre dans un deuxième ordre, c'est juste une classification. Le type 1, c'est tout ce qui est les puces moutons, donc c'est plutôt cutané, les puces ça me démange au niveau de la peau, les moutons ça fait des boursouflures, et puis aussi ce qu'on appelle les BENS, les accidents ostéo-articulaires, qui vont atteindre le liquide synovial des articulations. Donc des douleurs, généralement aux épaules, aux coudes, tout simplement. Le type 2, c'est plus les accidents qu'on voit ici, neurologiques, donc qui atteignent le système nerveux, avec des symptômes qui sont la fatigue, la paralysie, l'impossibilité d'uriner. Des accidents liés à l'oreille interne, avec des vertiges, des nausées, des vomissements. Et
aussi des dégazages d'azote au niveau pulmonaire avec des gènes respiratoires, on change de couleur et tout ça peut se traduire par des pertes de connaissance. Donc comme je disais à l'instant, pour éviter tout ça, évitez les facteurs favorisants. Notamment, soyez reposés, ne consommez pas d'alcool, hydratez-vous bien avant la plongée. Ça, c'est très très important. Moins on est hydraté, moins on a de volume sanguin. Moins on a de volume sanguin, plus proportionnellement, la quantité d'azote dissoute est élevée. Donc un moyen simple de réduire ça, c'est de bien s'hydrater lors de la plongée. Alors, juste pour information, la conduite à tenir face à un accident de décompression, c'est tout de suite prévenir le moniteur, le directeur de plongée, qui lui va vous protéger, alerter les secours et secourir en vous administrant l'oxygène à 15 litres minutes, en vous donnant de l'eau à boire. Si vous n'êtes pas allergique, il vous proposera de l'aspirine. Ce qui est important, c'est de prévenir le moniteur immédiatement. Ne jamais croire que cela va se passer tout seul. Donc toute sensation bizarre après une plongée doit faire suspecter un accident de décompression, donc c'est important de le signaler. Alors ensuite, on va parler des risques liés à la profondeur. Plus on descend, plus il y a de pression, plus l'air que l'on respire est dense. Et donc, il est plus difficile de respirer. À 40 mètres de fond, on a des débits respiratoires qui correspondent quasiment à ceux d'asthmatiques. Et donc, on peut atteindre un essoufflement. Et l'essoufflement, c'est une spirale infernale, comme on le voit sur ce schéma-là. En respirant normalement, on expire, ce qui permet d'éliminer le CO2 à chaque fois, et plus on est essoufflé, plus on respire en diminuant l'expiration, ce qui est bien qu'on ne renouvelle quasiment plus d'air, et comme c'est le CO2 qui s'accumule, qui déclenche la respiration, ça fait un cercle infernal de l'essoufflement qui monte. Donc bien sûr, les facteurs favorisants par rapport à ça pour l'essoufflement, c'est l'effort, c'est la profondeur, et puis bien sûr le stress, le froid, problème de matériel et aussi problème de surlestage. C'est pour ça qu'il est important de ne pas surlester. Autre risque lié à la profondeur, c'est la narcose. La meilleure façon de décrire la narcose, c'est de parler de viscosité mentale, c'est-à-dire que les informations ne se transmettent plus pareil. C'est pour ça qu'on parle de l'ivresse de profondeur, c'est un peu comparable à l'alcool. Et donc, une sensation d'angoisse ou une sensation au contraire de bien-être excessif, c'est de la narcose, une augmentation du dialogue intérieur, ou alors l'effet tunnel, la vision qui se rétrécit, ou une mémorisation difficile. Je regarde mon ordinateur, je lis la durée et la profondeur, et puis je me souviens plus de ce que j'ai lu, je le regarde à nouveau. Quelqu'un qui regarde ses instruments sans cesse, ça peut faire penser à une narcose. Alors pour les procédures de remontée, on utilise bien sûr des ordinateurs comme je vous le disais tout à l'heure. On étudie néanmoins encore les tables puisque l'utilisation des tables permet de comprendre le fonctionnement des ordinateurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder la notice des tables MN90 qui sont téléchargeables sur aquadomia.com pour comprendre comment cela fonctionne. Alors, d'une manière générale, la profondeur de la plongée, c'est la profondeur maximale atteinte pour une table de plongée. Et ensuite, la durée, c'est la durée entre le moment où on quitte la surface et entre le moment où on décide de remonter à vitesse contrôlée. Donc, selon les tables MN90, de 15 à 17 mètres minutes, selon votre ordinateur, plus 10 à 15 mètres minutes. Et donc, en fonction de la profondeur et du temps passé, on a des paliers à passer. Alors ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que rien ne vous dispense de faire un palier de sécurité de 3 minutes dans la zone des 3 à 5 mètres à l'issue de chacune de vos plongées. Donc ce qu'il faut voir pour l'utilisation des tables, c'est qu'on a d'une part les plongées simples, c'est celle dont je viens de vous parler, et puis les plongées consécutives ou successives. Consécutives, c'est si on a une plongée qui s'effectue moins de 15 minutes après la première. Ça, c'est le cas typique de quelqu'un qui repart plonger après avoir fait surface parce qu'il a fait tomber accidentellement un phare, par exemple, et qui va le rechercher. Alors, dans ces cas-là, la règle est simple. On prend les temps de plongée des deux plongées. Donc, temps de plongée, je rappelle, c'est entre le moment où on quitte la surface et le moment où on décide de remonter à vitesse contrôlée. Et on prend la profondeur maximale de la première plongée. On additionne les deux temps et là, on rentre dans la table. Alors maintenant, les plongées dites successives, c'est celles qu'on fait traditionnellement, c'est-à-dire celles qui sont espacées de plus d'un quart d'heure, donc les différentes plongées que vous faites au cours d'une journée. Alors,
en ce qui concerne les tables, il faut tenir compte en fait du fait qu'on ne désature jamais vraiment complètement une fois sorti de l'eau. Donc pour utiliser les tables, il faut regarder le groupe de plongée successives que l'on a à la sortie de la plongée. Donc c'est une lettre. Avec cette lettre, on va dans le tableau d'intervalle surface qui nous donne un TAR, un taux d'azote résiduel. Et avec ce taux d'azote résiduel, on va dans un troisième tableau. Je sais, c'est pas très simple. On va dans un troisième tableau pour chercher, en fonction de la profondeur prévue de la deuxième plongée, un temps fictif de majoration. Donc toutes ces données, on maximise tout sauf l'intervalle surface, puisque vous comprenez bien que plus on attend, moins l'azote résiduel est élevé. Donc c'est pour ça qu'on maximise tout sauf l'intervalle surface, puisque l'intervalle surface, on prend toujours la durée inférieure à celle que l'on a trouvée pour rentrer dans les tables, puisque ça va dans le sens de la sécurité. Donc la majoration, c'est un temps, comme je le disais, fictif qu'on ajoute à la plongée. Si par exemple, pour ma deuxième plongée, je fais une plongée de 30 minutes et que j'ai trouvé 10 minutes de majoration, je passe effectivement 30 minutes sous l'eau, mais j'ajoute 10 minutes, donc 40 minutes, pour rentrer dans la table. Donc si je fais une plongée à 20 mètres, 40 minutes, ça va, je reste dans la courbe de sécurité. Cas particulier d'utilisation des tables MN90, si on fait une remontée lente, alors une remontée lente pour la table, c'est inférieur à 15 mètres minutes. À ce moment-là, on intègre le temps de remontée au temps de plongée. Si on fait un palier interrompu, c'est-à-dire que si on est à un palier obligatoire et que parce qu'on n'arrive pas à gérer son parachute ou parce qu'on n'arrive pas à se tenir, tout simplement parce qu'on ne sait pas bien tenir un palier, je vous rappelle que pour ça, il vaut mieux être sur le dos, et bien si jamais vous faites surface, vous avez 3 minutes maximum pour redescendre à votre palier et le recommencer complètement. Et puis ensuite, il y a la règle des remontées rapides, donc une remontée rapide qui est supérieure à 17 mètres minutes. Donc là, qui peut être le cas dans le cadre des exercices de remontée assistée, si on n'a pas appris à bien lire l'eau pour maîtriser et contrôler sa vitesse. Là, il est conseillé, et enfin, la procédure, c'est on a 3 minutes maximum une fois en surface pour redescendre à la mi-profondeur. On y reste 5 minutes et ensuite on compte tout le temps passé, à savoir le temps de la première plongée, de la remontée jusqu'à la surface, le temps passé en surface, le temps des 5 minutes à la mi-profondeur. On prend ce temps total pour prendre la profondeur maxi atteinte et là en déduire les paliers nécessaires. C'est la procédure de la table MN90. Donc je vous rappelle la courbe de sécurité, on vient de le voir, je viens d'en parler à l'instant. Donc on le voit ici, vous voyez que ça dégringole très vite, puisqu'à 40 mètres, on a 5 minutes, simplement sans faire de palier, sachant qu'il est toujours conseillé de faire un palier de sécurité, sauf s'il y a trop de houle, s'il y a trop de courant, etc., et que le palier de sécurité nuit à la sécurité, forcément, mais un palier de sécurité de 3 minutes, entre 3 et 5 mètres. Alors, comme je le disais, on utilise des ordinateurs de plongée qui, eux, optimisent le profil de la plongée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on considère que avec les tables, la profondeur maxi est celle qui a été faite durant toute la plongée. Or, on sait très bien que c'est rarement le cas, sauf sur des plongées dites carrées, comme une épave. Mais à Marseille, par exemple, on fait souvent des plongées avec le long d'une paroi, et donc on ne fait pas toute la plongée à la profondeur maximum. Eh bien, l'ordinateur, le gros avantage, c'est qu'il tient compte de tout ça. Le gros avantage aussi, c'est qu'il tient compte de vos plongées antérieures. Et c'est pour ça qu'un ordinateur de plongée doit être personnel et qu'il ne faut surtout pas changer d'ordinateur entre deux plongées. Autrement, il ne tiendrait plus compte de votre pénalisation de la plongée précédente. Pour votre formation niveau 2, je vous rappelle qu'il est important de respecter le milieu, comme dans toute formation d'ailleurs. La formation niveau 2, c'est celle où on apprend encore plus à gérer sa flottabilité, puisque vous allez, pour les remontées assistées, apprendre à gérer votre flottabilité neutre, à gérer votre remontée individuelle à vitesse contrôlée en utilisant un minimum les palmes de façon à éviter de vous essouffler, puis ensuite apprendre à assister quelqu'un, c'est-à-dire être capable de le remonter jusqu'à la zone des paliers, puis à la surface à vitesse contrôlée, c'est-à-dire en gérant votre flottabilité et la sienne, ce qui n'est pas simple. Donc je rappelle une des règles de base, évitez le contact avec le substrat, ne courez pas après la faune, ne l'éblouissez pas avec vos phares, et puis bien sûr faites attention aux contraintes du milieu. Le froid, pensez à bien vous couvrir avant et après la plongée.
Pour la chaleur, pensez aussi à porter un chapeau, pensez aussi à la crème solaire. Je rappelle que pour le courant, il est important de ne pas lutter contre le courant et plutôt de se positionner près du fond, là où il y a moins de courant. En cas de houle, eh bien, toujours gardez votre détendeur en bouche, votre masque sur le visage pour ne pas boire la tasse. Et bien sûr, si vous êtes sensible au mal de mer, prévoyez de prendre un Mercalm avant de monter sur le bateau. Mercalm ou autre médicament. Hein. Et en ce qui concerne la visibilité, la règle de base, c'est toujours rester proche de son binôme de façon à être à distance d'intervention et surtout ne pas le perdre. La règle, si vous perdez votre binôme, c'est de le chercher 1 minute au fond en remontant un petit peu pour voir si vous ne voyez pas les chapelets de bulles. Et si vous ne le trouvez pas, vous remontez jusqu'à la surface sans effectuer de palier de sécurité, puisque ainsi, comme ça, tout le monde se retrouve en surface et si vous reste de l'air, rien ne vous empêche de repartir. Voilà, donc après le niveau 2, bien sûr, je vous engage à développer votre expérience, avant de continuer votre formation. Vous pouvez le faire aussi, bien sûr, avec des formations de spécialisation comme la photo, la biologie sous-marine, le nitrox, pourquoi pas le recycleur. Il y a des tas de pistes qui s'offrent à vous, qui sont proposées par aquadomia.com. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One. Vous voulez voir un sujet particulier à aborder, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, faites-moi un petit post sur Facebook, passez-moi un petit coup de fil. Et puis si vous connaissez des gens que cette vidéo peut intéresser dans le cadre de leur formation niveau 2, n'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez et transmettez. Voilà, je vous souhaite une très bonne formation niveau 2, à bientôt.